Bonjour et bienvenue à cette session d'information organisée par Edenred et Acerta sur l'avenir des chèques repas et le paysage des chèques en Belgique. Je suis Olivier Marc, juriste chez Acerta et je vais commencer par vous présenter la partie juridique des modifications qui sont attendues. Ensuite, Pauline Martin, directrice stratégie et marketing chez Edenred, vous parlera de l'historique de l'évolution des chèques, mais également des possibilités que cela permet d'avoir dans votre entreprise au niveau de la motivation de vos travailleurs. Au niveau pratique, vous ne pouvez pas poser de questions oralement pendant la session, vu le nombre de personnes, c'est un peu trop compliqué. Mais si vous le souhaitez, dans le panneau de commande sur la droite, vous pouvez utiliser l'onglet questions, pas l'onglet chat, bien l'onglet questions, et vous écrivez vos questions. En fonction du temps disponible à la fin de la session, on répondra peut-être à d'autres questions. Et si on n'avait pas le temps, si on n'a pas le temps de voir toutes les questions, on reviendra vers vous par mail avec la réponse à la question que vous avez posée. L'avenir des chèques repas et le paysage des autres chèques en Belgique. Donc, on va voir ensemble plusieurs choses. On va commencer effectivement par ce qui vous intéresse peut-être le plus, puisque c'est quelque chose qui est quand même d'actualité. C'est toutes ces mesures gouvernementales que le gouvernement a annoncées en matière de réforme des chèques. Au niveau de cette réforme des chèques, la nouvelle coalition, le nouveau gouvernement, dans leur accord de gouvernement, ils avaient prévu que pour augmenter le pouvoir d'achat, ils voulaient travailler principalement sur une augmentation des chèques repas. Une augmentation de 2 fois 2 € lors de cette législature. Et ils avaient déjà prévu dans l'accord de gouvernement d'augmenter dans la même proportion la déductibilité pour les employeurs qui voudraient augmenter ces chèques repas. Dans l'accord de coalition, on a parlé également, les ministres avaient annoncé que progressivement, en concertation avec les partenaires sociaux, c'est-à-dire les principaux syndicats du pays et les fédérations patronales, ils voulaient réduire, réformer, voire supprimer d'autres types de chèques qui existent à l'heure actuelle. Alors, pourquoi travailler principalement sur les chèques repas? Bien, tout d'abord, c'est quelque chose qui augmente directement le net des travailleurs à moindre coût pour les employeurs, et ça évite de devoir travailler sur le salaire de manière directe, avec parfois le risque que nos salaires dérapent par rapport aux pays concurrents et que notre concurrence salariale, enfin notre marge salariale, notre charge salariale soit trop importante par rapport aux pays voisins qui sont des concurrents directs pour toute une série d'entreprises en Belgique. Alors, la réforme des chèques repas, tout d'abord, rappelez ce que sont les chèques repas que vous connaissez certainement. Le chèque repas, tout d'abord, depuis quelques années, c'est quelque chose qui n'existe que sous format électronique et que le travailleur ou le dirigeant d'entreprise va pouvoir utiliser pour acheter des denrées alimentaires prêtes à l'emploi, pour payer un repas au restaurant, et il doit s'adresser pour ce faire à une société émettrice agréée comme Edenred, par exemple. Alors, pourquoi augmenter la contribution patronale des chèques repas? Bien, tout simplement, depuis 2016, ces chèques repas, le montant maximum qu'on pouvait octroyer par jour et par travailleur n'avait pas été adapté. Or, le coût de la vie a augmenté très sensiblement. Si vous vous rappelez, il y a 2 ans, il y a eu une indexation des salaires de près de 11%. Bien, les chèques repas, eux, le montant maximum, bien, ça va faire presque 10 ans qu'il n'y a pas eu d'adaptation du montant maximum. Ce n'est pas la première fois que certains parlementaires ou certains gouvernements parlent d'augmenter cette quote-part des chèques repas, mais jusqu'à présent, eh bien, on n'a pas vu d'augmentation. Alors, le chèque repas, pour rappel, c'est un avantage extra-légal, c'est quelque chose qu'il faut octroyer en plus du salaire minimum qui serait prévu dans le secteur, et c'est un avantage salarial qu'on octroie aux travailleurs, mais également c'est une possibilité de l'octroyer aux dirigeants d'entreprise si l'on respecte les mêmes conditions que pour les travailleurs. Au niveau des dirigeants d'entreprise, une des conditions qui est importante à savoir, c'est que le dirigeant d'entreprise ne peut pas s'octroyer des chèques repas d'un montant supérieur au montant des chèques repas qu'il octroierait à ses travailleurs. Donc, le chèque repas, il y a parfois même une obligation en fonction du secteur, de la commission paritaire à laquelle vous appartenez. Il y a certaines commissions paritaires qui disent, ben voilà, il faut octroyer un chèque repas et il faut octroyer un chèque repas d'un certain montant. Si votre secteur ne le prévoit pas ou si
dans l'entreprise, en tant qu'employeur, vous voulez octroyer un montant supérieur à ce que la commission paritaire vous impose, bien c'est tout à fait possible en respectant les maximums de ce qui est prévu. Eh bien, vous pouvez prendre une convention collective d'entreprise, voire vous allez pouvoir conclure une convention avec vos travailleurs. Vous faites appel à une société émettrice et vous allez pouvoir commander et fournir ces chèques repas à vos travailleurs. Donc, c'est très intéressant puisque, à la différence du salaire, bien, il n'y a pas de cotisation ONSS ni pour le travailleur ni pour l'employeur. Il n'y a pas de précompte professionnel pour le travailleur. Et pour l'employeur, il y a une déductibilité qui peut aller jusqu'à 2 € par chèque repas. Alors, pour pouvoir être exonéré de cotisations ONSS et de cotisations d'impôts, il y a quand même certaines conditions à remplacer. La première qui est très importante, c'est que vous ne pouvez pas octroyer des chèques repas en conversion d'un salaire, de prime ou d'avantage de toute nature auquel votre travailleur aurait droit. Vous ne pouvez pas, par exemple, dire à votre travailleur, ah bien finalement, maintenant, à partir du 1er janvier 2006, il va avoir des chèques repas jusqu'à 10 €. Moi, je propose qu'on réduise un petit peu votre salaire, vous êtes au-delà du minimum qui est imposé dans le secteur, et on va vous octroyer des chèques repas à côté. Ça coûtera moins cher à l'entreprise et vous allez gagner plus en net. Si en cas de contrôle, on se rendait compte qu'effectivement, vous avez remplacé une partie de votre rémunération de votre travailleur par ces chèques repas seraient considérés comme de la rémunération et en tant que tel, ils seraient soumis à l'ONSS et au précompte professionnel. Autre obligation, il faut que l'octroi de ces chèques repas soit repris dans une convention collective ou dans le secteur ou dans l'entreprise, ou ce qui est plus simple souvent à réaliser, c'est dans un contrat de travail individuel ou une annexe à celui-ci. Donc, on fait une convention individuelle pour l'octroi des chèques repas aux travailleurs. Le nombre de chèques repas octroyés doit être égal au nombre de jours de travail effectifs. Donc, maximum un chèque repas par jour de travail effectivement presté. Pas de chèque repas les jours d'absence, de maladie, de vacances, le week-end. Et la possibilité d'introduire un système alternatif où on dirait, ben voilà, par exemple, par 7h30 ou par 8 heures de prestation, il y a un chèque repas, ce qui permet, si on met en place ce système-là, de donner une certaine égalité entre les temps partiels ou les temps pleins, puisqu'effectivement, un temps partiel qui travaillerait tous les jours à un mi-temps, si c'est un chèque repas par jour, bien, proportionnellement, on pourrait considérer qu'il reçoit plus de chèques repas que le travailleur à temps plein. Autre condition, ces chèques repas doivent être octroyés au nom du travailleur. Bon, ben maintenant, c'est un compte électronique, il y a une carte, il y a le nom du travailleur sur cette carte et c'est des éléments qui sont repris également sur la fiche de paie et sur le compte individuel. Alors, au niveau des montants maximum actuels, bien, le montant maximum, c'est des chèques repas de 8 €. Vous avez sans doute déjà rencontré ce montant. Et ce montant de 8 €, en fait, il est constitué d'une cotisation personnelle du travailleur de minimum 1,09 € par chèque repas. Et l'employeur peut donner une contribution maximum de 6,91 €. Ce qui fait qu'on dit des chèques repas de 8 €. Ben, on pourrait déjà en donner de plus de 8 €, mais la seule possibilité, ça serait d'augmenter la quote-part du travailleur, ce qui n'aurait pas de sens. Ça ne lui ferait pas d'argent en plus. Autre condition, bien, ces chèques repas sont valables pendant maximum 12 mois à compter de l'octroi des chèques repas sur ce compte chèque repas, puisque maintenant c'est électronique et comme je l'ai dit, c'est repris sur la fiche de paie et sur le compte individuel. La déductibilité fiscale n'est pas complète pour les titres repas, mais 2 € par titre repas peuvent être déduits par l'employeur à titre de frais professionnels dans son impôt des sociétés. Comme je l'ai déjà dit, si on ne respecte pas toutes les conditions que je viens de vous présenter, eh bien, ça sera considéré comme du salaire soumis à l'ONSS et au précompte professionnel. Alors, réforme des chèques repas, le gouvernement prévoit qu'à partir du 1er janvier 2026, on pourrait passer à une valeur maximale de 10 € en augmentant la quote-part qui était de maximum 6,91 € jusqu'à la fin de l'année pour l'employeur, en la faisant passer à 8,91 €. La quote-part travailleur minimum reste la même, donc ça nous donne des chèques repas de 10 €. Et les frais professionnels seraient également augmentés jusqu'à 4 €, mais à condition que l'employeur augmente sa quote-part jusqu'à la quote-part maximum de 8,91 €. Dans l'accord de gouvernement, on avait prévu d'une deuxième augmentation de 2 €. On ne sait pas encore concrètement ça aura lieu, peut-être le 1er janvier 2028-2029. Le système sera sans doute le même où on augmentera la possibilité pour l'employeur de payer une quote-part 2 € plus élevée, donc pour monter jusqu'à
12,91 € et atteint une valeur nominale maximale de 12 € par chèque repas. On peut penser également que le gouvernement souhaitera augmenter la déductibilité jusqu'à 6 € pour les employeurs, qui augmenterait jusqu'à la contribution maximale de 10,91 €. Mais là, on est vraiment encore dans des projets, puisque là, il n'y a pas le moindre texte législatif qui a commencé pour cette deuxième augmentation de 2 €, ce qui est différent pour l'augmentation à partir du 1er janvier 2026. Je reparlerai avec vous justement d'où en est-on à l'heure actuelle dans le trajet législatif. Un point important, c'est de parler un peu de la norme salariale. La norme salariale, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une norme d'augmentation des salaires qui est fixée tous les 2 ans par les partenaires sociaux, les principaux syndicats et les fédérations patronales, qui permettent de négocier dans chaque commission paritaire et dans chaque entreprise ces augmentations pour les années à venir. Tout ça est basé sur des projections du Bureau national du plan qui va vérifier l'augmentation des salaires dans les pays voisins. Et la norme salariale pour 2025-2026, elle était fixée à 0%. Ce qui veut dire que normalement, vous ne pouvez pas augmenter vos travailleurs, si ce n'est parce que vous les augmentez en conformité avec des barèmes internes ou des procédures d'évaluation que vous avez toujours respectées. Vous les augmentez parce qu'il y a eu un changement de fonction, mais normalement, effectivement, augmenter les travailleurs, ce n'est pas possible puisque la norme salariale est à 0%. Il y a des sanctions qui existent, même si dans la pratique, je n'en ai pas vu souvent appliquées. C'est souvent beaucoup plus un frein dans les négociations sectorielles où les secteurs ne peuvent pas déposer une convention collective qui prévoirait des augmentations non conformes à cette norme salariale. Cette norme salariale, elle prévoit donc certaines exceptions, j'en ai parlé, les indexations, les augmentations barémiques qui ont toujours été prévues. Il y a d'autres cas comme le bonus salarial sur la CCT 90, donc un bonus qu'on va fixer avec des résultats atteints et si on les atteint, on les octroie aux travailleurs, ça n'entre pas dans la norme salariale, les primes bénéficiaires, les assurances groupes et les chèques repas, normalement, font partie de ces normes salariales. Donc, c'est une des premières modifications législatives qui a déjà eu lieu, c'est que on a voté une exception temporaire pour l'augmentation des chèques repas dans la période du 1er janvier au 31 décembre 2026, ce qui va permettre effectivement d'octroyer une augmentation des chèques repas. Augmentation qui est déjà discutée. Il y a toute une série de secteurs qui, comme tous les 2 ans, les syndicats et les fédérations patronales se réunissent pour négocier ce qu'on appelle ensemble l'accord sectoriel, pour fixer justement les augmentations ou les mesures sociales qui seront décidées dans le secteur et imposées par convention collective. Les premiers secteurs sont en train de négocier et on a certains secteurs, on en parlait dans la presse aussi récemment, comme la chimie par exemple, où on prévoit des augmentations des chèques repas. Donc ça, c'est aussi un point important. Si vous, en tant qu'employeur, vous envisagez d'augmenter vos chèques repas de 10 €, soyez quand même attentif au fait il faut peut-être attendre que votre secteur ait pris un accord. Les premiers sont en train de tomber parce que si vous octroyez déjà une augmentation des chèques repas et puis que l'accord vous impose de les augmenter ou si vous ne les augmentez pas de donner un avantage équivalent, vous risquez de devoir trouver un avantage équivalent à donner en plus des chèques repas que vous aurez augmentés. Je disais, trajet législatif pour cette augmentation des chèques repas jusqu'à 10 € en 2026. Il y a tout d'abord cet accord de coalition de janvier 2025, accord qui a été confirmé dans l'accord d'été en juillet 2025. Et je vous disais, la norme salariale, le projet de loi a été adopté le mois passé, le 13 novembre. Le mois passé, on a également eu une adaptation, une publication du fait que l'ONSS effectivement accepterait cette augmentation. Au niveau fiscal, le projet de loi a été accepté en commission à la Chambre et il devrait l'être normalement avant la fin de l'année en séance plénière, peut-être dans une loi fourre-tout ou par un simple amendement, mais il y a peu de doute sur le fait que normalement tout sera prêt pour pouvoir augmenter les chèques repas à 10 € à partir du 1er janvier 2026. Voilà pour ce qui concerne les chèques repas. Réforme des autres chèques. Réforme des autres chèques. Le gouvernement a annoncé qu'il voulait revoir les chèques, discuter avec les partenaires sociaux, les supprimer. À l'heure actuelle, on ne voit pas la moindre initiative à ce niveau-là. Donc, ces chèques continuent d'exister et je vais faire le tour avec vous pour voir ce qui est possible, quelles sont les conditions, parce que également, comme les chèques repas,
bien les autres types de chèques, pour avoir un système avantageux, doivent respecter certaines conditions qui sont semblables à celles des chèques repas. Un chèque que vous connaissez peut-être, qui est l'éco-chèque, qui est également un chèque obligatoirement en version électronique. C'est un chèque que l'on peut utiliser pour l'achat de produits ou de services de nature écologique. Et presque tous les ans, les partenaires sociaux se réunissent et élargissent la liste des produits qui peuvent être échangés contre des éco-chèques. Hein, il y a les tickets de train, il y a des vacances écologiques maintenant, il y a des habits de seconde main, il y a des téléphones qui ont été reconditionnés. D'année en année, effectivement, cette liste s'allonge. La condition, effectivement, c'est d'octroyer des éco-chèques, encore une fois, et Edenred peut vous aider en tant que société émettrice agréée à vous fournir ces chèques sur une carte électronique. Ces éco-chèques font partie du package salarial du travailleur, mais tout comme les chèques repas, ils peuvent être également octroyés à des dirigeants d'entreprise. Comme les chèques repas, il y a toute une série de commissions paritaires qui ont prévu cet avantage, qui obligent de donner cet avantage ou qui obligent de donner cet avantage ou un avantage équivalent. Si votre secteur ne le prévoit pas, vous pouvez, tout comme les chèques repas, le prévoir au sein de votre entreprise en concluant une convention d'entreprise ou en concluant une convention individuelle avec votre travailleur. Il y a toute une série de règles à respecter pour, comme je le disais, avoir un statut intéressant au niveau NSS et au niveau fiscal. Par contre, contrairement au chèque repas, il n'y a pas du tout de déductibilité à titre de frais professionnels pour l'employeur de ces éco-chèques. Tout comme les chèques repas, les éco-chèques, vous ne pouvez pas les octroyer en remplacement de la rémunération. Vous allez devoir prendre une convention collective ou faire une annexe au contrat de travail ou une convention individuelle du travailleur. Ça peut être également au nom du travailleur et ici, c'est maximum 250 € par an par travailleur. On parle de maximum 10 € par chèque repas. Ça avait une importance par éco-chèque, ça avait une importance quand les éco-chèques étaient sous format papier. Maintenant, sous format électronique, on a une cagnotte et on voit à peine la différence. Les chèques repas étaient valables 12 mois. Les éco-chèques, eux, ils sont valables pendant 24 mois à partir de l'octroi. C'est également quelque chose que l'on va reprendre sur la fiche de paie et le compte individuel du travailleur. Si on ne respecte pas les conditions, eh bien, ça sera également considéré comme de la rémunération soumise à l'ONSS travailleur et employeur et soumise à l'impôt comme avantage de toute nature. Autre type de chèque, le chèque sport et culture qui, lui, peut encore exercer sous format papier et comme son nom l'indique, il peut être échangé contre des activités sportives et ou culturelles ou en tout cas une participation dans un abonnement ou dans des frais de participation à des activités sportives et culturelles. C'est également un chèque qui est émis par une société émettrice agréée et qui doit également remplir toute une série de conditions pour être exempté d'ONSS et dispensé d'impôts. C'est également un chèque que le dirigeant d'entreprise peut s'octroyer si il respecte les mêmes conditions que celles qu'il fixe à ses travailleurs. C'est un avantage qui pourrait être également décidé et être imposé par une commission paritaire via une convention collective. Mais dans la majorité des cas, pour ce type de chèque, c'est plutôt l'entreprise qui va le prévoir en complément de la rémunération normale. Une commission paritaire pourrait fixer le montant maximum, ou l'entreprise pourrait le déterminer et conclure donc le contrat avec la société émettrice pour la fourniture de ces chèques. Mais le montant est de maximum 100 € par année calendrier et par travailleur. Tout comme les autres types de chèques, il ne peut pas être octroyé en remplacement ou en conversion d'un salaire existant. On doit reprendre cet octroi dans une convention collective d'entreprise ou dans une annexe, une convention annexe au contrat de travail individuel au nom du travailleur. La durée de validité ici, elle n'est pas de 12 mois, elle n'est pas de 24 mois, mais elle est de 15 mois. Et la mention de l'octroi sera également reprise sur la fiche de paie et le compte individuel. Autre chèque bien connu, le chèque cadeau, c'est la saison en plus. C'est un chèque qui peut être octroyé sous format électronique ou papier. Il peut être octroyé également à d'autres occasions. Les instructions LSS et les directives fiscales prévoient par exemple le mariage, le départ à la pension, le remise de distinctions honorifiques comme des médailles du travail. Et ce sont des chèques qui sont
échangeables que l'on peut utiliser dans un réseau de magasins avec lequel la société émettrice type Edenred a conclu des accords. Et donc, bien, le travailleur va pouvoir l'échanger ou comme une participation ou pour avoir un cadeau. Là encore, il y a des conditions à remplir. Ça peut être décidé par le secteur ou par l'entreprise. C'est quelque chose qui vient en plus du package salarial du travailleur. Le secteur peut prévoir cet avantage, mais là aussi, de manière plus courante, c'est souvent l'entreprise qui décide de l'octroyer. Ce qui est très courant, effectivement, c'est le chèque cadeau en cette saison, puisque la législation dit octroyer au Nouvel An, Noël, Saint-Nicolas, en plus des mariages et des départs à la retraite. Et là, il y a un montant, en tout cas pour ces chèques cadeaux de Noël, Nouvel An, Saint-Nicolas, de 40 € par travailleur par an, majoré de 40 € par enfant à charge. Ça reste très intéressant puisque c'est comme les autres chèques non soumis à l'ONSS et dispensés d'impôts. Alors, ces autres chèques, on avait dit effectivement disparition, réforme, fusion dans l'accord de gouvernement, mais comme je le disais pour l'instant, il n'y a pas de précision sur la disparition de ces autres chèques. Ça reste une des possibilités effectivement de motiver son personnel en dehors de la norme salariale. Donc, pour le moment, ça existe. Donc, si vous voulez motiver votre personnel, n'hésitez pas à faire appel à ces chèques-là, mais respectez bien les conditions pour que ce soit réellement intéressant. Je suis arrivé à la fin de la présentation juridique que je voulais vous donner en matière donc, de ces réformes des chèques repas et paysage des autres chèques. Et je vais donner la parole à Pauline Martin de chez Edenred. Merci Olivier et bonjour à tous. Ravi d'être avec vous ce matin. Alors pour comprendre le pouvoir des avantages extra-légaux en Belgique, je vous propose de repasser brièvement l'histoire en fait de chacun de ces chèques. Tout d'abord, commençons par le chèque repas. Donc, le chèque repas a été introduit en 1965 par des CCT, donc des conventions collectives de travail. Donc, le chèque repas est un réel avantage extra-légal pour les travailleurs. En 2011, il a franchi un premier cap, une première étape en se digitalisant totalement. Donc, à partir de 2011, nous avons une forme électronique du chèque repas. En 2016, une première augmentation de la valeur faciale qui passe donc de 7 € à 8 €. Et puis, en 2022, une innovation. En effet, Edenred a lancé le paiement mobile et donc les chèques repas évoluent avec le temps et sont disponibles sur votre téléphone. Donc, tout à fait dématérialisé. Donc, pas besoin d'une carte physique pour pouvoir payer avec ces chèques repas auprès de petits commerçants. En 2026, comme Olivier l'a bien expliqué, à partir du 1er janvier, donc, la valeur faciale des chèques repas passera de 8 à 10 €. L'éco-chèque, donc l'éco-chèque, lui, a été introduit en 2009 aussi via une convention collective de travail, donc la numéro 98, et est reconnu comme un avantage extra-légal à caractère écologique. Son objectif, c'est d'encourager une consommation éco-responsable. 2 dates clés, 2010, avec une augmentation de la limite annuelle qui est portée à 250 € par travailleur. Et puis, en 2021, l'éco-chèque est devenu entièrement numérique. 2022, une année clé, puisqu'un cap est passé avec plus de 2 millions de travailleurs qui reçoivent des éco-chèques. Cette année, nous avons vu la liste d'utilisation de l'éco-chèque évoluer. Et donc, en plus de l'alimentation bio et de la mobilité durable, il est possible aussi d'acheter de nouvelles catégories avec ces éco-chèques comme les sèche-linges de classe A et B ou des smartphones reconditionnés. Les chèques sport-culture et les chèques cadeaux sont vraiment des chèques qui permettent de profiter de loisirs, de se ressourcer et de se faire plaisir. Ils ont été tous deux lancés en 2006. Olivier l'expliquait, donc ils sont exonérés au niveau de l'ONSS
Et par exemple, le chèque cadeau est donné à certaines occasions, notamment la Saint-Nicolas, donc c'est totalement de saison. Les donnerais de cadeaux, donc le chèque cadeau a été digitalisé en 2017 et un peu plus tard pour le chèque sporiculture puisqu'il a été digitalisé en 2024. Donc, vous l'aurez compris, ces chèques sont aussi plus que des avantages. Et donc, je vous propose aussi de parcourir en fait quelques chiffres liés à chacun de ces chèques. Donc, le chèque repas, on voit vraiment qu'il a une popularité croissante puisque plus de 3 millions de travailleurs utilisent les chèques repas en Belgique. Il joue un rôle clé également. 65% des jeunes considèrent les chèques repas comme déterminants dans le choix de leur employeur. 71% des travailleurs du secteur privé reçoivent des chèques repas et 75% considèrent les chèques repas comme un avantage important. Nous avons réalisé aussi plusieurs études et nous savons que 80% des employés se sentent plus satisfaits dans leur travail grâce aux chèques repas. Pour rappel, vous l'aurez compris, donc à partir du 1er janvier 2026, la valeur faciale passera de 8 € à 10 €. Alors, on pourrait se poser aussi une question de se dire, OK, mais le chèque repas, comment en fait il est utilisé et quel est son rôle en tant que tel auprès de nos employés. Donc, ce qui est important de regarder ici dans ce graphe, c'est que le chèque repas est utilisé dans les 2 semaines à partir du moment où il a été reçu. Et un employé sur 4 l'utilise dans le mois. Ceci démontre le réel pouvoir du chèque repas et son rôle important dans les dépenses alimentaires de chacun de nos employés et de nos travailleurs. L'éco-chèque, également une success story. Je vous le disais, en 2022, nous avons passé un cap avec plus de 2 millions de travailleurs. Aujourd'hui, donc, on a 2,3 millions de travailleurs qui reçoivent des éco-chèques, ce qui correspond à 121 000 entreprises en Belgique. Un travailleur belge sur 4 utilise les éco-chèques pour des dépenses quotidiennes, comme l'alimentation bio, ou l'achat de produits ménagers éco-responsables. L'éco-chèque joue un rôle crucial au niveau de l'environnement. Chaque euro dépensé en éco-chèque correspond à 1 kg de CO2 évité dans l'air. Nous savons aussi que plus de la moitié des travailleurs belges qui bénéficient de cet avantage prêtent plus d'attention à l'environnement lorsqu'ils font leur achat. Donc, depuis 16 ans, l'éco-chèque joue un rôle clé tant pour l'environnement que pour aussi le bien-être de vos employés. En ce qui concerne le chèque cadeau et les chèques sporiculture, donc les chèques cadeaux sont vraiment là pour faire plaisir à vos employés. Ils peuvent les dépenser de différentes manières, par exemple dans des magasins plutôt mode, multimédia, acheter des jouets, des parfums, voyager ou de la déco. Les employés, les travailleurs peuvent l'utiliser dans plus de 10 000 magasins et de boutiques en ligne en Belgique. Et bien sûr, ils sont aussi valables chez les commerçants locaux. Le chèque sporiculture permet vraiment de s'offrir une expérience, de faire plaisir aussi à ses proches, par exemple en faisant du sport évidemment ou en allant au cinéma, à des événements culturels. Un point important pour le chèque sporiculture, donc c'est sa validité qui a évolué et donc ça permet vraiment d'en profiter pleinement. Donc vous l'aurez compris, les avantages extra-légaux tels que les chèques repas, l'éco-chèque, le chèque cadeau et le chèque sporiculture jouent un rôle réel sur le pouvoir d'achat des employés et des travailleurs. Mais ils jouent également un rôle sur le bien-être de ceux-ci et la reconnaissance. Pour illustrer mes propos,
j'utilise la pyramide de Maslow. Donc, c'est une pyramide qu'on utilise souvent chez Edenred. Donc, peut-être que vous connaissez Maslow, mais je vais vous rappeler qui il est. Donc, c'est un psychologue et il a développé une théorie bien connue qui est la théorie de la motivation humaine. Donc, cette théorie, elle est construite sur une pyramide avec 5 niveaux. Et donc, l'idée, c'est que les individus vont d'abord, en fait, assouvir les besoins de base de la pyramide et puis après se diriger vers des besoins plus complexes. Donc, il y a 5 niveaux, comme je vous le disais. Donc, les besoins fondamentaux, qui sont les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, les besoins en matière d'appartenance, les besoins d'estime de soi et puis le dernier niveau, le besoin de réalisation de soi et donc arriver au point d'appréciation. Nous utilisons cette pyramide pour illustrer en fait comment atteindre une expérience employée optimale, comment travailler sur l'engagement des employés. En effet, si vous travaillez sur chacun des niveaux, vous allez vraiment accompagner les travailleurs dans leur expérience au niveau du travail, répondre à chacun de leurs besoins et atteindre une motivation accrue. On passera alors en fait d'un niveau où l'employé se dit « j'ai un emploi » à « j'ai une carrière » et enfin « j'ai une réelle vocation ». En écoutant cette théorie de Maslow, vous pouvez peut-être vous dire « ok, mais en fait, comment les avantages extra-légaux, comment un programme d'engagement, qui sont vraiment 2 piliers de la politique RH, peuvent répondre à chacun des niveaux de cette pyramide. » Je vous propose de faire un petit exercice et donc de prendre par exemple le chèque repas pour illustrer ceci. Donc évidemment, le chèque repas, il répond au premier niveau, qui sont les besoins physiologiques, puisque je vais pouvoir me nourrir. Il joue aussi un rôle sur le besoin de sécurité, puisque je vais avoir plus de pouvoir d'achat et donc je vais atteindre un certain bien-être financier. Donc je vais savoir qu'en fait, j'ai un budget supplémentaire pour pouvoir contribuer à l'achat de mes courses alimentaires au niveau de mon mois. On sait aussi que le chèque repas permet d'acheter peut-être plus d'aliments sains. C'est aussi le cas de l'éco-chèque, donc se tourner vers de l'alimentation plus bio et donc joue un rôle sur le besoin et le bien-être nutritionnel, mais aussi le bien-être physique. Le chèque repas peut aussi jouer un rôle sur le 3e niveau, qui est le besoin d'appartenance, le besoin de connexion, et aussi sur le 4e niveau, le besoin de reconnaissance. Nous menons énormément d'études auprès de nos utilisateurs et de nos clients, et nous savons que le chèque repas augmente la loyauté de vos salariés, de vos employés. Il est aussi perçu comme une reconnaissance puisque c'est un avantage extra-légal. Donc, je suis reconnue pour mon expertise, pour ce que je fais et j'ai un package qui est adapté. Et enfin, donc, en travaillant sur tous ces niveaux, eh bien, on atteint ce niveau d'appréciation qui joue un rôle clé sur la motivation des employés. C'est un élément donc important de travailler sur cette motivation et sur le bien-être. Et donc, comme je le disais, quand on arrive au sommet de cette pyramide, on atteint ce moment d'appréciation. Donc, l'appréciation, elle arrive progressivement. Donc, on travaille sur la gratitude, on reconnaît une personne pour les actions qu'elle réalise. Donc, je vais remercier, par exemple, Olivier pour son excellente présentation. Et puis, je vais aussi reconnaître la personne pour qui elle est. Vraiment, qui je suis en tant que personne. Et on arrive à ce moment d'appréciation. Et la neuroscience confirme que travailler sur la reconnaissance et l'appréciation a un réel impact dans une organisation et crée un environnement positif. Pourquoi? Quand je me sens reconnue pour qui je suis, j'ai dans mon cerveau des marqueurs neurologiques qui vont commencer à fonctionner. Et donc, je vais avoir une augmentation de l'ocytocine, par exemple, une augmentation de la dopamine et une diminution du cortisol. Vous savez certainement que le cortisol est lié aussi au niveau de stress. Donc, en travaillant sur la reconnaissance et l'appréciation, mes marqueurs neurologiques vont commencer à fonctionner. Ça va avoir un effet domino dans mes relations et dans ma manière de travailler au sein de l'entreprise. Ça va développer plus d'empathie, moins d'agressivité, améliorer mes performances,
augmenter ma résilience et je vais être plus enclin à collaborer. Donc, vous l'aurez compris, et je l'espère, via cette pyramide et cette notion d'appréciation, que les chèques repas, les éco-chèques, les chèques cadeaux et les chèques sporiculture sont bien plus que des avantages extra-légaux, mais jouent un réel rôle dans le bien-être de nos employés et leur motivation. Olivier en parlait durant la première partie de ce webinaire des différents secteurs. Et donc, avec l'arrivée de l'augmentation de la valeur faciale, on constate que certains secteurs commencent déjà à bouger et à mettre des accords en place. Olivier parlait de la chimie, il y a eu aussi le secteur de l'alimentaire. Et donc, nous voulions aujourd'hui vous donner aussi quelques éléments actuels sur les secteurs, puisque pour vous, c'est aussi important de comprendre où vous vous situez, puisque les avantages extra-légaux aussi permettent de faire la différence au niveau recrutement et au niveau rétention. Donc, si on regarde dans les chiffres et les conventions paritaires qui donnent 8 € ou qui se rapprochent de 8 €, on voit qu'il y a un top 5 des secteurs. Les professions libérales sont les premiers, les entreprises de courtage et agences d'assurance, les prestations de services et de soutien aux entreprises et indépendants, les pharmacies et les établissements de services de santé résiduaires. On voit que ceux-ci sont à un niveau de 7,56 jusqu'à 7,76. Certains secteurs voient une valeur faciale un peu moins élevée et donc en dessous de 7. On constate aussi que les petites et moyennes entreprises offrent plus en termes de valeur faciale que les grandes entreprises. Donc, la valeur faciale moyenne atteint 7,73 € contre 7,12 € pour des grandes entreprises. Alors, est-ce que les employeurs vont octroyer une valeur faciale plus importante à partir du 1er janvier? C'est une question que l'on se pose, que aussi la presse se pose. Et nous avons réalisé une enquête durant l'été pour comprendre en fait quelle était la volonté des employeurs en Belgique face à cette augmentation de valeur faciale. Donc, ce que l'on comprend, c'est que 82,5% des employeurs que nous avons interrogés souhaitent augmenter la valeur faciale des chèques repas. 51% des employeurs souhaitent le faire dans les plus brefs délais et 26% prévoient une augmentation dans les 12 prochains mois. Donc, on peut vraiment ici comprendre qu'il y a un passage de l'intention à l'action et donc je pense qu'il y aura énormément d'entreprises en 2026 qui vont bouger. Donc, je vous invite vraiment à regarder les secteurs, vos secteurs dans lesquels vous faites partie et à suivre s'il y a des accords qui sont conclus. Donc, pour conclure cette partie du webinaire, donc l'appréciation est un élément clé dans la politique RH et dans l'engagement des employés. On atteint l'appréciation en travaillant sur les 4 niveaux de besoins d'un individu. Et c'est important car l'appréciation stimule la motivation, augmente la performance, augmente la loyauté et donc par ailleurs l'engagement. À garder en tête aussi qu'il y a parfois un certain fossé entre ce que nous percevons au niveau employeur et ce que nos travailleurs, nos employés attendent réellement. On le voit aussi, par exemple, dans des enquêtes sur le bien-être, il y a un certain décalage entre la perception de l'employeur et des employés. Donc, je vous invite à aussi réfléchir à cette pyramide et comment vous pouvez exploiter les avantages extra-légaux pour répondre à chacun des besoins. Investir donc dans l'appréciation et le bien-être va permettre d'atteindre vos objectifs RH, comme le recrutement et la rétention des employés, et ainsi d'augmenter les performances. Enfin, il y a énormément de moyens pour travailler sur le bien-être, sur la performance. C'est simple, abordable, avec des avantages
aussi au niveau cotisation ONSS sociale et fiscale. Et donc, ça offre aussi un réel retour sur votre investissement, puisque ça induit directement plus de loyauté, plus d'efficacité et plus de bien-être au niveau de votre force de travailleurs, au niveau de vos employés. Merci beaucoup pour votre attention et nous avons vraiment du temps pour vos questions. Donc, ce que je propose, c'est qu'on regarde les questions qui ont peut-être été posées dans le chat, Olivier. Si je ne me trompe pas, je ne vois pas de questions, sauf si… Ah, ok. Contredit, mais… Il y en a 3, Olivier, des questions. Ah ben, moi, je ne les vois pas. Peut-être quelqu'un… Je vais les lire, il n'y a pas de souci. Du coup, la première question concernait l'augmentation des chèques repas. Et donc, si on augmentait à 10 €, est-ce qu'il serait possible de supprimer les éco-chèques? Ça ne peut pas remplacer quelque chose qui existe déjà dans l'entreprise. Donc, si on agit de la sorte, sauf si c'est encadré par une convention collective qui le permettrait, eh bien, ça pourrait être considéré comme de la rémunération normale et soumis à l'ONSS ou au précompte professionnel. Donc, oui, c'est un problème d'agir de la sorte. La deuxième question concerne le sport et culture et elle demande si il est possible d'octroyer du sport et culture de manière individuelle ou bien est-ce que c'est obligatoirement applicable à toute la société? L'octroi des chèques peut être accordé à certaines parties de la société, mais alors il faut que le critère qui détermine si on l'octroie à une personne ou à un autre ne soit pas discriminatoire. Et quelque chose qui ne fonctionnera pas non plus, c'est si le dirigeant d'entreprise se l'octroyer juste à lui et pas aux autres travailleurs de l'entreprise. Mais si on dit, ben voilà, par exemple, j'octroie ça à tous les employés ou à tous les ouvriers, ça peut fonctionner, ou à tous les membres de service A ou tous les membres du service B. Par contre, si je dis je ne donne ça aux hommes ou uniquement aux femmes, bien là, ça va être considéré comme discriminatoire et c'est un problème. L'âge peut être considéré comme une discrimination, l'ancienneté pas, par exemple. Je sais qu'il y a certains employeurs, par exemple, qui ne veulent pas octroyer des chèques repas aux étudiants. Eh bien, ils prévoient parfois une condition d'ancienneté pour ne pas devoir l'octroyer à des petits contrats. Il y a une troisième question qui dit que dans une newsletter, il était annoncé que rien ne serait prêt au 1er janvier et qu'il valait mieux attendre. La personne demande du coup si elle décide de déjà donner les 10 €, quel est le risque de son côté? Bien, ici, on a quand même tous les signaux que ça devrait être prêt. Hein. Il y a juste encore une petite initiative au Parlement pour ce qui est fiscalité, mais quand on voit comme ça se passe, normalement, ça ne posera pas de problème. Si elle fait déjà des démarches pour les octroyer, le seul risque, hein, c'est en fonction du secteur auquel elle appartient, si l'accord sectoriel n'a pas encore été pris, de peut-être devoir donner un autre avantage à la place, où on peut espérer que le secteur aura prévu, pour ceux qui n'ont pas déjà fait, il faut augmenter à 10 €. Mais ici, je pense qu'Edenred, vous êtes déjà prêt à faire le nécessaire pour… Oui, donc en effet, tout est prêt, nos systèmes sont prêts. Et comme le dit Olivier, en fait, le dernier élément, c'est la déductibilité qui doit être confirmée. Mais avant ça, on a eu la confirmation que cette augmentation de la valeur faciale était effective. Donc, nous, tout est prêt. Comme je le disais précédemment, c'est clé en main. Donc, tout est là pour avancer. On a aussi des exemples de conventions. Si vous, justement, vous n'avez pas de convention collective, mais que vous êtes plutôt dans une petite structure, on peut aussi vous aider en vous donnant des exemples de conventions individuelles, etc. Il y a une question qui est plutôt sur les mi-temps et donc sur un comptage alternatif. Si par exemple on dit, est-ce que la question est, est-ce qu'on peut diminuer la quote-part due à l'employé et si la déduction fiscale reste à 2 €? Là, une question qui est assez précise. Faire une différence qui discrimine le travail à temps partiel, ça, c'est pas possible. Le comptage alternatif, ce qui permet de faire, c'est on prend une convention collective qui dit qu'on a droit à un chèque repas et on se base sur le nombre d'heures qu'un travailleur à temps plein fait dans l'entreprise. Imaginons, voilà, c'est 8 heures. Donc, si on dit, ben voilà, le comptage alternatif, on donnera un chèque repas par 8 heures de travail, ce qui fait qu'un travailleur à temps plein qui a fait 8 heures dans la journée, il a un chèque repas. Et un travailleur à mi-temps qui travaillerait
2 fois 4 heures, il y aura un chèque repas qu'après 2 journées de travail. C'est ça que le comptage alternatif permet de faire en concluant une convention collective propre. La question suivante demande une précision. Donc, elle demande si le chèque repas est bien un avantage collectif, une confirmation sur ce sujet-là. Et alors, si la personne octroie déjà des chèques repas à 8 € par convention individuelle et qu'elle décide d'augmenter les chèques, est-ce qu'elle doit le faire via un avenant à cette convention? C'est un avantage collectif, mais comme je l'ai déjà précisé, on peut l'octroyer à certaines catégories du personnel pour autant que le choix que l'on fait de le donner à certaines personnes ou pas à d'autres n'est pas considéré comme discriminatoire. Maintenant, effectivement, si elle donne déjà des chèques repas à 8 €, il faut adapter la convention par un avenant ou une nouvelle convention pour dire qu'on passe à 10 €. Oui. Alors, une autre question concerne si les chèques ne sont pas encore à 8 €, s'ils vont passer à 10 €. À moins que le secteur ne prenne une convention collective et l'impose, il n'y aura pas d'obligation d'augmenter les chèques repas. Par contre, pour bénéficier de la nouvelle déductibilité majorée, pour passer de 2 à 4 €, il faudra passer au montant maximum de 10 €. Mais si la commission paritaire ne prévoit pas une convention collective qui oblige à aller à un certain montant au-delà de ce qui est octroyé maintenant, il n'y aura pas d'obligation d'augmenter les chèques repas. Alors là, il y a eu plusieurs personnes qui ont demandé s'il faut avoir la présentation. Je pense qu'elle sera envoyée. Je pense qu'il y a un lien de l'enregistrement est envoyé avec le document d'évaluation dans les jours qui suivent. Et la dernière question, c'est un monsieur qui demande qu'on revienne sur la question sur justement les titres repas octroyés à mi-temps. Donc, comme je disais, c'est une question qui est assez précise. Donc, la question, c'est vraiment un mi-temps qui travaille 4 heures par jour, les chèques repas de 4,55 €. Si oui, la déduction fiscale reste-t-elle à 2 € dans ce cas précis? À 2 €, oui. Une question est encore rentrée sur est-ce qu'il est possible d'octroyer des chèques repas de montants différents dans des catégories de travailleurs différentes? Exemple, 10 € pour les travailleurs d'un niveau hiérarchique donné et 8 € pour les autres travailleurs ou étudiants. Là encore, c'est la même chose que de sélectionner certains types pour en donner ou pas. Un montant de différence, effectivement, il faut que ça ne soit pas discriminatoire et les critères exposés ici dans la question me semblent ne pas être discriminatoires. Voilà, c'était la dernière question. Je ne sais pas s'il y en a encore qui doivent rentrer, mais je n'en vois plus pour le moment. C'était la dernière. Eh bien, voilà. Merci Alessandra. Merci. Eh bien, s'il n'y a plus d'autres questions, il ne me reste qu'à vous remercier pour votre participation à ce webinaire sur les chèques ce matin. Et Donrette Acerta reste à votre disposition sur des questions ultérieures. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci à tous. Bonne journée et merci Olivier.